L'ABM, ou Account Based Marketing, est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans le podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'Account Based Marketing et du marketing B2B, proposé par l'agence Winband. La plupart d'entreprises font la même chose, des ads, des campagnes, des outbound. Et du coup, si on fait quelque chose qui est différent et surtout qui est un peu plus personnel, plus humain, en fait, ça touche les émotions. Et c'est là où, en fait, on crée des liens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e numéro d'ABM Experience. Aujourd'hui, nous allons parler de campagne ABM. Mettre en place une campagne ABM est un sujet hautement stratégique car il s'agit de la concrétisation de plusieurs semaines ou plusieurs mois de travail sur l'identification des comptes clés, l'alignement des équipes commerciales et marketing, la stratégie à déployer et les bons outils à utiliser. Avec le lancement d'une campagne, les équipes sautent dans le grand bain et autant savoir bien nager car vous ne serez pas seul dans la piscine et vos concurrents seront là aussi. Pour connaître toutes les bonnes pratiques des meilleures campagnes ABM, Tania Seiz, consultante et experte en ABM, nous en dit plus dans ce 21e épisode d'ABM Experience. ABM Experience, épisode 21, c'est parti. Bonjour Tania, merci de vous joindre à nous pour cet épisode d'ABM Experience. Vous êtes experte et consultante en Account Based Marketing. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par vous présenter rapidement et nous expliquer sur quoi vous travaillez exactement ? Oui, bien sûr. Et voilà, merci de m'avoir invité, Julien, pour ces podcasts. Et je m'appelle Tania, je suis consultante en marketing growth B2B. Et j'aide les entreprises à faire croître son chiffre d'affaires. Et justement, pour ce faire, j'utilise l'ABM et les RevOps. Et justement, en tant que marketeuse growth, mon KPI principal n'est pas les leads, mais l'impact que ces leads ou les opportunités ont dans les chiffres d'affaires. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui les revenus. D'accord. Voilà. Et j'ai créé aussi pour me présenter, je crée du contenu tous les jours sur LinkedIn autour de l'ABM et les marketing B2B. D'accord. Et alors Tania, vos clients sont principalement en Europe, c'est ça, mais vraiment à l'international, hein. Vous travaillez pas uniquement en France, mais également en Espagne et dans d'autres pays européens ? Oui, en fait, quand j'ai commencé, c'était plutôt la France. Mais aujourd'hui, grâce à ma présence sur LinkedIn, je travaille surtout avec des clients, voilà, un peu partout en Europe et surtout de plus en plus avec des clients américains aux US. D'accord. Quelques exemples peut-être soit de noms de clients ou si c'est pas possible de les nommer, de type de clients, quel secteur d'activité, quelle taille d'entreprise ? Oui, alors principalement, je travaille pour des entreprises SaaS et tech. Mhm. Je travaillais par exemple pour Criteo. Je travaille actuellement pour Enrit, que c'est un outil d'ABM. Mhm. Voilà. D'accord, parfait. Alors, on va parler aujourd'hui évidemment d'ABM et on sait que le lancement d'une campagne ABM, c'est souvent le moment un peu le plus excitant, là où tout le monde a envie de voir un peu les résultats. C'est là où on passe à l'action de manière très concrète Mhm. et où on rend visible justement tout ce travail préparatoire réalisé. Alors, selon vous, Tania, quels sont les prérequis essentiels avant de lancer une campagne d'ABM ? Alors, j'aime bien que vous me posiez cette question, Julien, parce qu'en fait, ça c'est une question clé à se faire avant de se lancer dans l'ABM. Car l'ABM, en fait, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les clients, mais l'ABM est justement la meilleure solution quand on a quelques prérequis. Tout d'abord, le processus des ventes doit être long, entre 4 mois, 6 mois et 2 ans, et très complexe. Quand c'est une vente complexe, généralement, on se dit qu'il y a plusieurs personnes qui participent dans les processus d'achat. Ça peut aller d'entre 5, 10 ou un peu, voilà, ou même plus d'une douzaine de personnes. Aussi, comme prérequis, on a que le marché objectif doit être assez restreint. On parle de 100 comptes, très souvent de moins de 100 et même une dizaine. Alors, l'ABM marche spécialement bien pour cette entreprise qui ont un marché qui n'est pas des masses. Mhm. Parce que généralement, quand les entreprises démarrent avec des méthodologies B2B, ils commencent avec des méthodologies des masses telles que la lead gen, l'email marketing, mais ils voient que ça marche pas. Et du coup, c'est justement là où l'ABM est vraiment la seule méthodologie qui peut marcher.
Et aussi, je dirais comme condition aussi que c'est que les prospects ou le panier moyen de nos prospects doit être élevé. En gros, on va mener un marketing de haute précision très ciblé avec une approche chirurgicale. Du Mhm. coup, ça va avoir un coût élevé. Et dans ces cas-là, voilà, c'est normal que le marge derrière pour financer ces campagnes doit être assez grand. D'accord. Et quand vous parlez à vos clients, est-ce qu'ils maîtrisent les fondamentaux de l'ABM? Est-ce qu'ils savent tout ce que ça implique avant de lancer une campagne? En fait, c'est rare de tomber sur un client qui connaît les bases de l'ABM. Déjà, les niveaux d'éducation ou de notoriété de l'ABM, c'est différent. Aux US, ils connaissent plus Mhm. qu'en France par ailleurs. Mais partout, en fait, il faut bien, en tant que consultant ou en tant qu'entreprise, si on vend des services d'ABM, il faut tenir en compte qu'une partie de notre, de notre mission, de notre quotidien, est de bien éduquer et de bien sensibiliser voilà, aux risques, aux conditions, aux prérequis qui sont nécessaires pour que l'ABM marche. D'accord, d'accord. Et alors, on sait que l'ABM, ce qui est important, c'est la notion de personnalisation. Mhm. Comment est-ce que vous la mettez en œuvre avec vos clients? Comment bien personnaliser une campagne d'ABM? Oui, en fait, dans l'ABM, on va au-delà de la personnalisation parce que on personnalise dans la plupart de méthodologies, mais ce qui rend l'ABM différent au niveau de personnalisation, c'est l'idée de créer une expérience qui marque les esprits. Et c'est là où, en fait, on a la personnalisation, mais on a surtout la créativité, le côté créatif. C'est justement là où il faut voilà, apporter une grande valeur et aussi il faut créer des relations avec les personnes dans notre compte clé. Et du coup, pour donner des exemples, une personnalisation traditionnelle, ça consiste à mettre les noms d'entreprise, les prénoms de la personne, ses bateaux, cela n'apporte pas la valeur. C'est la même fait aujourd'hui un peu fake parce que il y a des personnes qui, par exemple, sur LinkedIn, il met des icônes dans son prénom pour identifier quand on automatise et quand on scrape les infos de contact. Oh, ça veut dire qu'une personne qui met un emoji devant son prénom ou son nom ou après, le système va récupérer l'emoji avec le nom et le prénom et ça va se retrouver dans les emails, dans les courriers qui vont être envoyés. C'est ça. Ok, intéressant. Oui. Et du coup, il faut faire attention quand on automatise voilà, le campagne de outbound ou de outreach comme ça à grande échelle. Ouais, il faut bien faire attention. Et par exemple, une idée ou un exemple de campagne de personnalisation avec un toucher orienté sur l'expérience, c'est par exemple, ça peut être par exemple un petit cadeau personnalisé où on fait un Funko qu'on a créé spécifiquement avec la tenue de la personne, avec des infos importantes qu'on a retenues. Par exemple, je me souviens maintenant d'une campagne que Amber Bougie avait créée, où en fait elle avait récupéré des infos au niveau des hobbies ou de loisirs de la personne clé dans son compte clé. Et du coup, cette personne-là, elle faisait des marathons. Elle courait des marathons. Il avait couru un marathon voilà, aux Pays-Bas. Et du coup, elle a recréé la tenue, les numéros de dorsard, les logos qui sponsorisaient les marathons pour créer justement un Funko pour cette personne-là. Il y a un côté un peu détective privé finalement. Il faut pas aller uniquement, enfin, il faut pas uniquement s'arrêter à l'entreprise, à ses caractéristiques Mmh. socio-démographiques, technographiques ou firmographiques. Il faut vraiment aller voir qui sont les personnes qu'on cible, ce qu'elles aiment, ce qu'elles publient en ligne, ce qu'elles font, etc. Ça peut aller très loin finalement dans la démarche. Voilà. Mais ça, on peut pas le faire avec tous les comptes parce que ça fonctionne en ABM one-to-one, mais quand on est en one-to-few, one-to-many, c'est quasiment impossible à faire. Voilà, tout à fait. En fait, là, comme vous dites, Julien, on entre dans les côtés humains Mhm. et on touche les émotions. On veut surprendre. Mhm. Et du coup, ça, on ne peut pas le faire pour tout le monde.
Et c'est dans ce type des actions que je crois que l'ABM, ça fait le plus de sens parce que à nous, en tant qu'entreprise, on nous oblige à prioriser. On ne peut pas faire, comme vous dites, on ne peut pas faire cette action pour 1000 comptes. On peut le faire sur 10. Mhm. Mais en même temps, il y a pas mal d'outils ou des entreprises qui permettent justement de prendre en charge ou de faire ce type d'action voilà, à une grande échelle ou à une échelle un peu plus grande, on va dire. Et c'est là où on a des outils voilà, spécifiques. Ouais. Parmi votre travail, vous avez interrogé des nombreux professionnels du marketing qui se sont justement lancés dans l'ABM. Avant de rentrer un peu dans les détails de ce que vous avez appris, pourquoi avoir interrogé ces professionnels? Pourquoi avoir fait cet exercice que vous avez d'ailleurs partagé très librement sur LinkedIn? Alors en fait, j'aime bien dire que LinkedIn, c'est un peu comme, c'est faire l'ABM aussi, parce qu'il faut créer la confiance, il faut développer de liens personnels avec les gens, il faut créer une communauté. Et du coup, mon objectif ou mon stratégie a consisté à m'associer avec d'autres professionnels. Et du coup, ça m'a permis de me faire accepter dans un groupe. Voilà, c'était les groupes d'ABMers. Et c'est quelque chose que je fais notamment justement pour entrer dans les marchés américains et aller au-delà de la France. Suite à cet exercice, quels ont été les retours que vous avez reçus une fois que vous avez partagé un peu ces retours d'expérience sur LinkedIn? Oui, en fait, quand j'ai créé les séries de contenus autour de différentes expériences et projets d'ABM et j'invitais justement à d'autres ABMers à y participer, en fait, ils se sentaient très contents, ils se sentaient honorés de faire partie, justement de faire partie de ces projets parce que ça leur permettait aussi de mettre en valeur l'expérience qu'ils avaient mais en même temps, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une différence entre les différents pays ou régions. Aux US, c'était quelque chose qui était très naturel pour eux de partager leur expérience. C'était, c'était très facile. Ils répondaient très vite. Et généralement, en Europe, je vois qu'ils sont un peu plus un peu plus timides, quelquefois ils ont un peu plus de peur à partager leur expérience. Ça a été très sympa parce que surtout ça m'a permis de créer du business et de me faire des amis, faire des connaissances, voilà, que j'ai aujourd'hui. Donc on a vu que certains marketeurs sont très créatifs, c'est assez incroyable de voir jusqu'où est-ce que ça peut aller. Est-ce que, vous avez été surprise par la créativité de ces campagnes? Oui, en fait, ça met, on tombe surtout sur des campagnes qui sont spécialement malines et auxquelles on n'avait pas pensé. Par exemple, je me souviens du cas de Akriti Gupta, c'est la responsable ABM chez Google, qui avait créé une opération qui était assez similaire à une action que j'avais prévue, que j'avais développée avant, mais il est allé super loin. En fait, ce qu'elle avait fait, c'était de créer un escape room pour son compte objectif. En fait, comme point de départ, elle avait vu que le temps de closing dans une opportunité, c'était très long, très long. Et du coup, elle sentait qu'il ne communiquait pas au niveau de son compte clé. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est de créer un escape room où elle a invité les différentes personnes de son compte clé à y aller. Elle a envoyé un cadeau avec un petit code qu'il devait dévoiler. Mmh. Les thèmes, elle a même créé un thème pour cet événement. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait un truc qui était assez similaire. J'avais créé un escape room sur la thématique d'Houdini, voilà, l'escapiste. Mmh. Et du coup, pour rejoindre l'escape room, ils devaient deviner ensemble les codes. Et du coup, ils ont dû se réunir pour accéder à ces escape rooms. Et après, ils ont dû résoudre les défis. Et ils ont, voilà, ils sont ils ont reçu ces défis. Mmh. Et du coup, ils ont eu son cadeau.
Et je me souviens qu'à Kriti, il parlait justement d'un test qu'il avait mené où il avait divisé en deux ce type d'initiative. Quelques personnes ou un groupe de comptes pour lesquels ils n'avaient pas fait cette initiative et un autre groupe de comptes sur qui ils avaient fait cette initiative. Et ils ont vu qu'au niveau de chiffre d'affaires généré et au niveau de taux de closing, rien à voir. L'impact était, voilà, était très fort. Donc à partir du moment où on ajoute une touche un peu de créativité, d'originalité, là dans ce cas, on tend à gamifier le concept de l'ABM. Mhm. Les résultats, parce qu'on peut se dire finalement ça peut être un peu étrange, voire un peu ridicule, on n'est pas vraiment dans un jeu, on est dans du business, on est dans du marketing, c'est très sérieux. Pourtant, quand on fait cet effort-là, les résultats sont meilleurs. C'est ce que vous nous dites, hein, c'est ça, c'est ce que Ouais. le retour d'expérience que vous avez eu des clients. Surtout, je crois il faut pas, il faut oser faire des choses différemment Mhm. parce que la plupart d'entreprises font la même chose, des ads, de campagnes des outbound euh, personnalisées, comme on a dit tout à l'heure, avec les Mhm. prénoms de la personne et les noms de l'entreprise. Et du coup, si on fait quelque chose qui est différent et surtout qui est un peu plus personnel, plus humain, en fait, ça touche les émotions. Et c'est là où, en fait, on crée des liens. Ouais, ça nous permet en gros, de nous différencier non seulement de nos compétiteurs, voilà, de nos concurrents, mais aussi dans les marchés en général. D'accord, parfait. Alors justement, vous en parliez à l'instant, mais face à tant de créativité, parfois ça peut être un peu la surenchère pour faire la campagne la plus incroyable, la plus originale, la plus innovante. Est-ce que c'est la fin des contenus traditionnels quand on parle d'ABM ou est-ce que les articles de blog et les livres blancs sont encore utiles? Mhm. Je crois que la clé est de se mettre à la place du prospect et se demander est-ce que c'est e-book, est-ce que ça apporte la valeur, est-ce que c'est facile à consommer, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui apporte tellement de la valeur que je payerai pour l'avoir. Mmh. Ça apporte pas la valeur suffisante. Et en fait, il faut tenir en compte qu'à l'origine, l'e-book, c'était un format qui a été créé pour servir les besoins de nous, non, de marketeurs, pour récupérer les adresses de nos clients, avec non, l'objectif de les nourrir et qu'après, ensuite, on puisse le convertir. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une mauvaise utilisation de ce format et on a fait un format qui n'est pas, où on crée des contenus qui ne sont pas centrés clients. Et on finit par demander beaucoup d'e-books. Ils finissent dans notre boîte mail, mais après, on ne lise même pas en général. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que je crois, par exemple, des entreprises comme Cornicism et Hockeystack sont complètement changé la donne. Ils sont misés sur des contenus qui sont engageants, qui sont faciles à digérer, qui Mmh. sont plus orientés clients. Et c'est justement dans cette ligne-là que j'utilise d'autres formats D'accord. depuis des années. Par exemple, j'aime bien les tests interactifs, les checklists, par exemple, des formats qui soient plus visuels. D'accord. OK. Des calculatrices online, par exemple, dans mon expérience, si on veut activer un CEO, euh, les calculatrices, généralement, marchent assez bien. Et par exemple, si on fait une calculatrice sur un Excel, ça prend pas beaucoup de temps. Mais on peut faire plein de choses. Hein. La liste, c'est énorme. Voilà. On peut faire des séances de consulting gratuites, des rapports de thought leadership que maintenant ils sont assez, ils sont assez demandés. D'accord et juste pour clarifier, calculatrice en ligne, ça veut dire c'est une page web sur laquelle on inscrit nos coûts et grâce à la solution, on sait combien on va économiser ou on sait à quel point on va travailler plus efficacement, hein. Oui, mais même, en fait, si on veut être beaucoup plus efficace encore dans l'utilisation de notre temps, Mmh. on peut même créer un fichier Excel où en fait on crée une calculatrice avec des formules. Et Mmh. même on peut ajouter en vidéo, on fait une espèce de visite guidée sur comment utiliser cette calculatrice. D'accord. Pour gagner du temps, pour mieux travailler, pour gagner de l'argent.
Mesurer de manière vraiment précise la valeur de la solution qu'on vend. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, pour un e-book, généralement, je vois que les e-books, ils sont très, voilà, tendance, mais ils sont pas généralement suffisamment dans les concrets. Et ils sont très, par exemple, pour un profil qui va être le sponsor au sein de notre compte, mais pas les décideurs. Et les décideurs, très souvent dans les entreprises, c'est un CEO. Et quand on a un CEO, il aime beaucoup les numéros, il aime voir l'impact que les actions ont. Et du coup, si on a des calculatrices des plans d'action, par exemple, ça répond mieux à leurs points de douleur. Alors, quand on veut mettre en place des campagnes ABM qui détonnent, qui sont originales et créatives, quels sont les outils et les technologies essentielles pour justement les gérer, les mettre en place? Est-ce que tout peut se faire en interne ou est-ce qu'il y a des outils spéciaux à utiliser, voire des agences avec lesquelles travailler ou des consultants par exemple? En fait, il n'y a pas un tech stack générique. euh, et, et en fait, je suis un peu contre ça parce que je vois que dans quelques marchés, on, on a la tendance à aller sur des plateformes génériques à 200 000 euros. Et je crois que la stratégie, c'est beaucoup plus important que les outils. Et justement, les outils doivent venir appuyer la stratégie et pas le contraire. Et de toute façon, au sein de, voilà, ou dans les cadres de mes services de consulting, une des demandes ou du type de projet que je développe le plus souvent, c'est justement la partie de consulting au niveau des outils. Mmh. Et parce qu'il y a, en fait, on est tellement de outils aujourd'hui au niveau des SaaS que les gens, ils se sentent perdus. Voilà, ils savent pas combien des outils, c'est quoi les coûts, à qui je dois former en interne. Et du coup, en général, pour l'ABM, j'étudie deux points. Les premiers, c'est connaître les outils que cette entreprise a en interne, parce Mmh. que ça s'est fait que ils sont déjà des outils dont on peut s'en servir. Peut-être il faut acheter un nouveau feature ou un nouveau module, ou on peut l'adapter, par exemple, pour l'ABM. Ça arrive avec HubSpot, par exemple. Les modules d'ABM, c'est pas le meilleur, mais, par exemple, l'intégrant avec des outils d'ABM comme Reach, voilà, on a des résultats qui sont, voilà, on a un outil qui est assez performant. Et du coup, voilà, premier point, regarder les outils qu'on a en interne. Et deuxième point, voilà, regarder les canaux qu'on va développer dans notre programme ABM. Est-ce qu'on va faire des événements? Est-ce qu'on va miser sur de gifting? Est-ce qu'on va faire des ads? Et du coup, à partir de ces deux variables-là, créer notre propre tech stack. Alors ma dernière question pour vous Tania, c'est peut-être un peu sur, les erreurs à éviter, quand on veut se lancer dans une campagne d'ABM. Parce que parfois, certaines entreprises peuvent être, très créatives, vouloir en faire, des tonnes, sans que ce soit forcément nécessaire. Est-ce que dans le cadre de vos études, dans le cadre de vos entretiens, est-ce que vous avez identifié un peu des erreurs courantes à éviter quand on parle de campagne ABM? Oui, en fait, il y a quelques erreurs que je vois très souvent. Les premiers, voilà, en lien avec les points dont on parlait tout à l'heure, les outils, en fait, par exemple, surtout aux US, je vois que dès qu'ils veulent faire de l'ABM, ils mettent des budgets sur des outils qui coûtent voilà, 200 000 euros en pensant que ça va créer un programme ABM. Et du coup, moi, je dirais être agile, être, ne pas dépenser trop dans des outils au début. Et après, quand on fait les scales des outils, voilà, du programme, pardon, c'est là où on peut acheter des outils plus onéreux. Et aussi, en fait, une autre erreur que j'ai rencontre assez souvent,
c'est de faire ou de vouloir créer un programme ABM et après faire les mêmes choses qu'on fait d'habitude. Par exemple, de l'outbound personnalisé au niveau du nom de l'entreprise, du prénom de la personne et l'envoyer à 2000 comptes. Voilà. Et aussi, voilà, faire utiliser uniquement des e-books génériques, pas personnalisés. Et aussi, en général, moi, je dirais qu'il y a une erreur qui est liée à l'état d'esprit. Et c'est un manque, très souvent, c'est un manque de patience. Avec la lead gen, on veut un lead, on le veut tout de suite, non? Et du coup, je crois qu'en tant que marketeur, on a eu tendance à vouloir faire ou mettre en place des hacks, non? Ou des solutions miraculeuses. Et en fait, avec l'ABM, c'est complètement différent. On parle de processus de vente qui sont longs, qui sont complexes. Il y a pas mal de rapports qui disent que pour closer un client, aujourd'hui, il faut 21 impacts. Oui. Alors, du coup, c'est vrai que là, c'est pas un achat impulsif. Et du coup, il faut avoir beaucoup de patience. Bah écoutez, merci beaucoup Tania. Je rappelle, Tania Seiss, que vous êtes consultante et experte en ABM. Un grand merci d'avoir participé à cet épisode. Oui, et merci à vous, Julien, de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir. Numéro 1. Aux États-Unis, les campagnes ABM intègrent de plus en plus d'éléments ludiques tels que des escape rooms, des jeux ou des figurines personnalisées. Les études montrent que ces approches innovantes génèrent beaucoup plus d'engagement et de succès que les méthodes traditionnelles. Gamifier l'ABM peut donc s'avérer payant. Numéro 2. Il n'est pas nécessaire d'investir dans des outils coûteux pour lancer des campagnes ABM efficaces. Une technologie déjà en place peut suffire si elle est utilisée de manière créative et collaborative. La clé du succès réside alors dans l'ingéniosité et la coopération entre les équipes. Numéro 3. Les livres blancs et les autres contenus classiques restent pertinents en ABM à condition qu'ils soient hautement personnalisés. Cette personnalisation permet de mieux répondre aux besoins spécifiques des clients potentiels, augmentant ainsi l'impact des campagnes. Et c'est donc la fin de notre 21e numéro consacré aux campagnes ABM qui détonnent. À très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM ? Abonnez-vous à notre newsletter ABM Experience sur abmexperience.fr. Merci de votre fidélité.